Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tour de Suisse, étape numéro 3. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée. Coureur top, bonnet d'âne. On reviendra également sur les différents classements en fin de vidéo et sur le parcours de l'étape numéro 4. Comme ce qu'on a fait, on va dire, grosso merdo, sur le critérium du Dauphiné. Non, je ne changerai pas le nom de cette course. Je pense que l'année prochaine, je l'appellerai toujours le critérium du Dauphiné. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé du côté de cette étape. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez, et je remercie les gens qui font cet effort, vous pouvez également cliquer rapidement. Notification miniature, le plus simple c'est de rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent et vous pouvez cliquer plus rapidement juste après la mise en ligne des différentes vidéos, et plus vous cliquez vite, plus elles sont mises en avant par YouTube. Et puis n'hésitez pas à regarder si vous êtes bien abonné, parce que des fois YouTube a tendance à faire des petites feintes, c'est-à-dire à vous désabonner de temps en temps de certaines chaînes. Ça m'est arrivé là il y a encore pas longtemps où j'ai dû me réabonner. Donc voilà, vérifiez bien de temps en temps que vous n'êtes pas désabonné. Allez, tous les 7-8 mois, hein, pas plus. Parce que normalement ça le fait pas tout le temps, mais des fois, voilà, je sais pas ce que fait YouTube. Il n'a pas envie qu'il y ait des abonnés sur certaines chaînes. Tour de Suisse, étape numéro 3, une étape qui n'était pas évidente. 3000 mètres de dénivelé positif, donc là déjà c'était quand même un petit morceau un peu plus dur que la veille. Et puis encore une fois, des difficultés qui se concentraient quand même en majeure partie sur la fin d'étape, hein, sur les 50 derniers kilomètres, ce qui fait que pour une échappée c'était pas vraiment l'idéal, hein. C'est vrai que c'est mieux quand vous avez les difficultés un peu mieux réparties sur l'étape. C'était une journée qui était assez longue quand même en termes de kilométrage, éreintante du fait du dénivelé positif, et au départ seulement 6 coureurs dans l'échappée, alors 2 de la même équipe, du côté de l'ADF Education Easy Post. On avait Quinn Simons, bon on sait que c'est un roule toujours. On avait Nance Peters, mais qui n'est quand même plus véritablement le grand Nance Peters que l'on a pu connaître. On avait également dans cette échappée Brent Van Moer, là aussi un roule toujours du côté de la Lotto. Verstringue, je ne sais pas comment on doit le dire, du côté de la Alpecin. Battistella qui est aussi très bon dans les échappées du côté de l'AEF. Et puis Max Walker, voilà, qui était le dernier élément. Échappée qui prend très vite 3 minutes, mais qui reste bloqué à 3 minutes. Donc là, dans ce genre de cas, tu sais que 3 minutes, 6 coureurs devant, face à un peloton où certes, c'est la Groupama qui roule, mais où tu n'as que 3 minutes d'avance. Tu vois en plus qu'il y a quand même de temps en temps d'autres équipes qui arrivent à rouler. Je pense à la Tudor, de temps en temps il y a un petit Arkea qui vient. Bon, tu sais qu'il y a peu de chances que tu ailles au bout. Voilà, les possibilités sont limitées, surtout qu'à 70 bornes de l'arrivée, l'écart passe sous les 2 minutes. Tu sais qu'il reste encore 1h45 de course vu le parcours. En gros, 2 minutes, moins de 2 minutes, 1h45 encore de course. Vous êtes 6. Bon, certes, il y a des roules toujours, mais il y a aussi des mecs qui grimpent pas énormément. On n'a pas un pur grimpeur véritablement dans cette échappée, à part peut-être Nance Peters. Battistella, c'est plus un profil puncher. Van Moer, rouleur. Quinn Simons, c'est un baroudeur, mais qui a des qualités en punch, mais pas forcément un grimpeur. Tu sais que sur des montées de 5 km, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis l'écart, même si on a du mal un petit peu à s'entendre dans le peloton, ça continue de diminuer, 1,30. Et puis à 20 bornes de l'arrivée, déjà t'as plus que 4 mecs devant, parce que Peters et Walker ont explosé. Et puis tu sais qu'il reste encore un final très, très musclé, très explosif. Et là, il reste 20 bornes, t'as 20-25 secondes d'avance. Bon, ça commence à se compliquer sérieusement quand même cette affaire-là. Quinn Simons décide de partir seul. En même temps il reste 20 bornes, mais il avait déjà fait quand même pas mal d'efforts avant, pas mal d'attaques, donc tu te dis
Est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'au bout, Quinn Simons? Et puis, il arrive à tenir parce que derrière, on manque de main-d'œuvre dans le final, hein, très clairement, du côté des différentes équipes. On a en plus pas mal de coureurs qui attaquent, qui désorganisent un petit peu la chasse du peloton. Et puis, il n'y a plus de Groupama. Il y a plein d'équipes voilà, où il manque un petit peu de monde. Et là, c'est vrai que ça se complique sérieusement du côté des différentes formations. Et c'est là où Quinn Simons, il a été très costaud. Grosse résistance aujourd'hui, il arrive à s'imposer. Sans avoir eu énormément d'avance dans la dernière heure de course. Je pense qu'il n'a jamais eu plus d'une minute 15 dans la dernière heure de course, mais là il faut une résistance physique mais également mentale de la part de Quinn Simons et il a été costaud. On peut notifier quand même un petit élément si vous n'avez pas vu l'étape. Bon, dommage, mais après, c'était pas forcément non plus une masterclass monumentale. Vous avez raté une belle échappée. Et vous avez raté également un grand moment, encore une fois, de réalisation télé. Parce qu'à 60 km de l'arrivée, Geraint Thomas tombe. Alors, je rappelle déjà que Geraint Thomas, bon, depuis le début de saison, c'est quand même pas exceptionnel, un peu en difficulté. Hein, t'as quand même l'impression qu'il fait l'année de trop. Et il tombe au milieu de peloton. Il met beaucoup de temps à revenir. Enfin, il met beaucoup de temps à remonter sur son vélo. Hein. Je pense qu'il y a au moins 2 minutes avant de remonter sur son vélo. Tu vois, on lui fait un test même au niveau de la cheville. Parce que je pense il avait des doutes au niveau de sa cheville dans un premier temps. Donc, il met du temps à remonter. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du réalisateur. Parce que c'est le réalisateur qui a fait ce choix-là. Hein. C'est pas le motard. Le motard et le caméraman, ils suivent ce que demande le réalisateur. Qui va demander pendant 40 km de suivre Geraint Thomas, qui n'a, je rappelle, en repartant 2 minutes, voire même un peu plus, il n'est pas du tout dans un fil des voitures. Hein. Alors il y a de la chance, il tombe, enfin de la chance et de la malchance, mais de la chance qu'il tombe derrière une ambulance, donc ça fait un peu aspiration, ça le protège un petit peu du vent, sauf que les ambulanciers, oui, ils étaient un petit peu perdus avec 4 coureurs derrière eux. Et je comprends pas pourquoi on est resté aussi longtemps avec Geraint Thomas. C'est-à-dire qu'à un moment, le réalisateur, quand tu réalises ce genre de choses, tu dois t'y connaître en cyclisme. Si tu t'y connais pas en cyclisme, ok. Mais dans ce cas-là, tu as un assistant qui lui s'y connaît. Là, on a vraiment l'impression que le mec, il connaissait pas grand-chose. Ou soit que c'était un fan de Geraint Thomas, mais qu'il n'avait pas regardé de cyclisme depuis 2-3 ans. Il n'a pas senti la course du tout. Là, à ce moment-là, nous, on aurait préféré savoir qui était lâché dans le peloton, parce qu'il y avait des mecs qui étaient lâchés dans le peloton, sauf que ta caméra qui était derrière le peloton, elle était derrière Geraint Thomas. Donc on ne savait pas qui était lâché. On a vu des groupes AMA FDJ, mais on ne s'est jamais attardé dessus, par exemple. C'est important, les groupes AMA FDJ, des équipiers du leader. Eh ben non, on ne nous les montre pas. Donc ça serait bien quand même que, alors je sais pas, l'UCI peut-être, au bout d'un moment, mais ça serait bien, putain, d'avoir une amélioration sur la manière de diffuser les courses, parce que ça commence à devenir vraiment une catastrophe. Hein. C'est vrai qu'on se marrait avec le Tour de France ou avec certaines épreuves, je pense au Tour du Turquie qui n'a jamais été hyper bien filmé au genre d'épreuve, et maintenant, putain, des courses bien filmées dans le calendrier, mais vraiment tu te dis, ah, là il y a eu un bon choix à ce moment-là de fait, bah... pas tant que ça, hein. Voilà, je cherche, hein, vraiment je cherche. Pour pas faire le difficile et être le mec qui critique tout le temps, mais des Anthony Forestier, on en a partout maintenant. Et c'est ça qui est terrible. Avant, il y avait qu'Anthony Forestier, mais maintenant, ça c'est un peu partout. Les écrans splittés, j'attends toujours, hein, mais on savait les faire il y a 15 ans, on ne sait plus les faire. Et il y a plein de trucs où c'est catastrophique, je trouve, dans la manière de réaliser. Il y a des sports qui ont su évoluer. Encore une fois, la Formule 1. Par exemple, mais d'autres sports aujourd'hui je trouve sont bien filmés. Et puis vous avez des sports qui n'évoluent pas, je pense le tennis par exemple. Le tennis, c'est toujours les mêmes plans de caméra depuis 30 ans, on n'a pas changé les plans de caméra, on n'arrive toujours pas à vraiment voir les effets de balle, à voir la vitesse, je trouve, de la balle en tennis. C'est un sport... quand vous allez une fois à Roland-Garros, et je vous invite vraiment, si vous regardez de temps en temps du tennis, même que de temps en temps, d'aller une fois au Calife de Roland-Garros. Calife de Roland-Garros, c'est pas hyper cher. D'y aller, vraiment, si vous aimez le sport. Et vous allez voir la différence entre le réel
Donc là, vous allez voir les effets de balle, les différences de longueur, la vitesse, vraiment la sensation de vitesse. Et après, je pense que si vous voulez de nouveau regarder Roland Garros à la télé, vous allez avoir beaucoup de mal. Moi j'ai été 2 fois à Roland Garros. Et c'est vrai que après avoir été à Roland Garros, et pourtant j'ai pas vu des matchs forcément d'un très grand niveau, hein, j'ai vu Marion Bartoli, et Marion Bartoli au tournoi des légendes, donc je peux vous dire que c'était quand même pas fameux, par exemple, et un match et aussi un match de double junior dame, et un premier tour, hein. Je peux vous dire que c'était pas forcément du grand niveau. Mais tu sens plus les impressions de vitesse que vraiment derrière ta télé où tu te fais chier. Et du côté du cyclisme, ça commence à être un peu la même chose maintenant. La réalisation, ça fait depuis quelques temps qu'on est un peu sur la même chose et que c'est mal fait. En plus, c'est pas des bonnes idées. Alors oui, on a rajouté les drones, avec parfois des faux bruits d'hélicoptères, ce qui je trouve un peu pathétique. Soit tu mets pas de bruit, parce que si tu considères que le bruit d'un drone c'est insupportable, tu mets pas de bruit, tu rajoutes pas un faux bruit d'hélicoptère. Mais c'est compliqué, je trouve, la réalisation télé. Ça serait bien que ça s'améliore parce que je me dis aussi que ça peut être un frein pour attirer des jeunes spectateurs ou même des nouveaux spectateurs, d'avoir une réalisation comme ça qui fait un peu daté quand même, qui fait un peu vieillotte. Voilà, ça serait bien d'améliorer les choses. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, bien entendu, Quinn Simmons. Très belle étape, très belle étape. J'ai même mis 3 coureurs top, mais en réalité, sur cette étape, j'en ai surtout un. J'ai eu un peu du mal à trouver les 2 autres, pour tout vous dire, j'ai un peu cherché. Mais ouais, Quinn Simmons, très très costaud aujourd'hui. Alors on sait que ça enroule toujours, Quinn Simmons. Mais quand même, celle-là, il fallait aller la gagner. Il fallait aller la gagner. Oui, tu sais que Quinn Simmons, c'est comme Cort, c'est comme... Enfin voilà, ça fait partie des coureurs, c'est comme Benjamin Thomas. Tu leur laisses 10 mètres, tu sais qu'ils sont très dangereux parce que ils vont toujours aller de l'avant, ils vont jamais regarder derrière eux. Ce sont des gros moteurs, donc tu sais qu'en plus ça tient très 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 longtemps. Mais là aujourd'hui, 3000 mètres de dénivelé positif, échappé à 6, très vite quand même, ils se sont retrouvés quand même à 4. Derrière, tu te retrouves à 20 secondes. Faut avoir la motivation quand même. On est sur un Tour de Suisse, on n'est pas sur le Tour de France. Faut avoir la motivation derrière de rester à l'avant, de réaccélérer, de continuer. Et puis après, faut pas craquer. Alors certes, son équipe parfois c'était un peu désordonné, mais a tout fait pour essayer de bloquer le tempo du peloton. Mais bon, derrière, faut résister quoi. Faut résister, faut pas s'écrouler physiquement. Parce que moi je me disais, même quand il arrive dans la dernière bosse, je me dis bon, la dernière bosse ça fait 3 km. Bon, ça fait depuis bien 25 minutes qu'il est à fond les ballons en termes de rythme. Là, il va peut-être s'écrouler dans la dernière bosse et je voyais l'écart. Certes, à ce moment-là, il avait une quarantaine de secondes d'avance, mais je me dis, dans un premier temps, l'écart diminue vite. Je me dis, bon, même avec 40 secondes d'avance, il peut s'écrouler physiquement. Il s'écroule pas physiquement. Il tient superbement bien. Il arrive à aller jusqu'au bout. Bravo. Bravo, parce qu'en plus, quand ce matin, je l'ai vu dans l'échappée, je me suis dit, ah, c'est dommage. Parce que moi, je m'étais dit, ah, j'aurais bien vu la Lidl un peu rouler pendant la journée et puis qu'il aille peut-être chercher la victoire dans un sprint en petit comité. Parce que je me disais, c'est quand même peut-être un peu plus dur que la veille ce matin. Et je me disais, ah, il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose. Puis je le vois dans l'échappée, parce que je regarde sur Pro Cycling Stats en début d'après-midi. Là, je me dis, ah, c'est dommage. Tu vois, autant en non-splitters, bon. Baptiste est là aussi, je me dis, c'est plutôt un bon choix, Van Moor aussi. Ah, je me dis, ah, Quinn Simmons. Parce que la veille, il fait quand même une belle accélération, c'est lui qui crée la décision au final. Quinn Simmons, je me dis, ah, c'est dommage qu'il soit dans l'échappée. Mais la manière dont il a résisté aujourd'hui, bravo. Et c'est vrai que je me disais ça après la course. Je pense que la victoire sur le Tour de Catalogne, certes, c'est une victoire, bon, dans la réalité, l'étape dure 30 km, c'est un vrai merdier pendant toute la journée, parce que tu sais jamais si l'étape va partir ou va pas partir, il y a une incompréhension totale, enfin voilà, c'est un bordel monstrueux. Ça reste une victoire en World Tour, et je pense que ça lui a fait
énormément de bien mentalement. Je me rappelle un peu de l'interview d'après-course qu'il avait dit, où c'était une victoire qu'il attendait depuis longtemps et qu'il cherchait à avoir une victoire sur un grand rendez-vous. Et maintenant, il sait qu'il peut battre les meilleurs. Et je pense que ça a peut-être un peu décoincé des choses dans sa tête. Et puis, il voit qu'il a progressé. Je pense que Simons, c'est un coureur qui est arrivé à 18-19 balais en World Tour. Mais je pense que ça fait partie des coureurs qui sont arrivés trop tôt en World Tour. Il y a des mecs, ils arrivent en World Tour à 18-19 ans, mais ils n'ont pas encore les armes, ils n'ont pas encore le palmarès, et ils ne se sont pas encore construits en tant que coureurs suffisamment pour pouvoir réaliser de bonnes choses en World Tour. Et c'est vrai que les premières années n'ont pas été simples. Pour Quinn Simons, alors oui, on nous disait il est jeune, mais c'était quand même pas évident. Et je pense qu'il a perdu un peu de temps. Il lui a manqué une année dans une équipe réserve. Mais à l'époque, la Lidl n'en avait pas. Bon, il a dit aussi des conneries. Il a été suspendu. Hein. Vous vous souvenez de cette affaire avec les tweets de Trump, ce qui paraît bien hautain par rapport à ce que dit Trump aujourd'hui. C'était presque gentillet maintenant. Enfin, je crois sur les tweets de l'époque, mais c'était peut-être pas si gentillet que ça. Mais maintenant, il est capable de faire bien pire, Trump, en termes de tweets. Et c'est vrai que du côté de Quinn Simons, ça a été compliqué, mais parce qu'il n'était pas encore mature. Voilà, il arrive, 19 ans, équipe pro, beaucoup de pression sur les épaules, nouvelle pépite américaine d'un pays qui à ce moment-là attendait un petit peu. Il n'y avait pas encore Sepp Kuss qui avait remporté un grand tour, par exemple, donc il y avait des attentes. Et ça n'a pas été facile, je pense, à gérer pour lui. Et puis après, derrière... Bah on voit, ça fait depuis 2 ans où il est arrivé à maturité, 2 ans, 2 ans et demi. L'échappée avec Van Aert sur le Tour lui a appris énormément de choses. Et depuis, voilà, 2023, progression, 2024 aussi. Il ne faut pas oublier qu'il a que 24 ans au final. Donc il est pas si vieux que ça au final, Quinn Simons. Et je pense qu'il arrive enfin à son vrai niveau. Mais voilà, c'est comme on parlait il y a quelques jours de Tobias Allan Johannesson, de Anders Allan Johannesson. C'est des mecs qu'on a peut-être fait monter trop tôt et qui auraient eu besoin d'un peu plus de temps pour être performants. Deuxième coureur top, Oscar Onley. Aujourd'hui, des secondes de bonif du côté d'Oscar Onley. Alors, il a perdu un petit peu de temps d'entrée. Hein. Oscar Onley fait partie des mecs qui sont à 3 minutes. Malgré tout, je me dis que sur cette semaine de compétition, pas forcément de grosses montées. Pas forcément... ou des grosses montées, mais qui sont placées assez loin. Une densité au départ qui est peut-être pas forcément celle d'un Dauphiné autour d'Oscar Onley. Je me dis tiens, c'est un coureur qui peut faire des bons résultats sur cette semaine. Il est à 3 minutes 19, il est 19e au général. Je dis qu'Oscar Onley, plutôt bien entouré quand même, parce que Edmondson, Sean Flynn, Van den Broek, Barguil, c'est quand même intéressant du côté de la pique-nique Postenel. Il manque qu'un Vermarqueux et en gros il y a tout le monde quand tu vois la densité de l'équipe et un Romain Combo, mais en gros tu as un peu la meilleure équipe possible, on va dire, pour un mec qui veut grimper et un petit Max Pool. Et là je me dis du côté d'Oscar Onley, bah, la semaine 3-19, il y a un contre-la-montre en boss, mais avec ses qualités de puncher ça peut vraiment bien le faire. Sur le reste de la semaine il y a également des courses qui peuvent bien lui convenir au niveau opportunité. Ça peut être vraiment un coureur qui peut un peu remonter dans le classement, parce que là il est 19e, mais il y a des mecs devant lui qui vont perdre du temps. Hein. Donc là il y a vraiment quelque chose d'intéressant du côté d'Oscar Onley. Donc je me dis, voilà, bon résultat aujourd'hui, les jambes ont l'air d'être bonnes. Voilà, il y a peut-être des belles choses à faire. Et puis aussi sur la première semaine du Tour, hein, du côté d'Oscar Onley, parce qu'il y a des étapes... Mur de Bretagne, ça peut lui convenir, Oscar Onley, hein, par exemple. Donc il y a des... C'est pas forcément l'archi favori, mais il y a des étapes qui peuvent vraiment être intéressantes pour un mec comme Oscar Onley sur le prochain Tour de France, et notamment cette première semaine, ou pourquoi pas même l'étape du 14 juillet également, qui peut lui convenir. Puis je termine avec Léo Bizio. Belle 20e place de Léo Bizio, 25e pardon aujourd'hui, mais qui a été dans le premier groupe. Et chez Decathlon, ils n'étaient pas si nombreux que ça a quand même bien bossé. Lui, il a bien bossé aujourd'hui, Léo Bizio. Voilà, ils sont que deux, hein, c'est lui et Félix Gall, à 20 ans.
sur une course où quand même il y a eu un bon petit tempo aujourd'hui. Hein, on est à 42 km/h de moyenne. Eh bien, je me dis qu'à 20 ans, c'est plutôt un très bon résultat d'un coureur qui est arrivé chez les professionnels, enfin dans l'équipe 1 cette année. Il était dans l'équipe de développement l'an dernier. C'est un pur produit de la formation Décathlon et de toute cette formation Chambéry et on va dire à tout le tintouin. Et je me dis qu'il s'en sort pour le moment plutôt pas mal. Léo Bizio, pour un mec qui pourtant a repris extrêmement tard, seulement en avril sur Paris-Camembert, où il avait pris une belle 5e place. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à faire également du côté de Léo Bizio sur cette semaine, mais les jambes ont l'air d'être pas mauvaises. Lui qui fera la Vuelta, hein. On l'envoie jeune sur la Vuelta à 20 ans du côté de Léo Bizio. Après, bon, Pogacar, il avait fait la Vuelta à 19, Lenny Martinez, il a dû la faire à 20 ans. Donc voilà, c'est aussi maintenant de plus en plus habituel de faire les grands tours jeunes. Mais ça montre quand même qu'on croit en son talent un petit peu à Léo Bizio. Et puis bon, quand tu vois aussi les jeunes, je pense à Aubin, Sparfel, du côté du Baby Giro, où l'étape du jour a été remportée par Arnaud Vidar, le Belge. Aubin Sparfel, voilà, j'avais un peu squeezaté le nom, mais tu te dis, ah, il y a quelque chose d'intéressant du côté de cette formation Décathlon chez les jeunes. Donc vraiment, il y a des choses très très intéressantes du côté de cette équipe, et les petits vieux, les plus anciens, doivent commencer à s'inquiéter un petit peu. Allez, on regarde tout de suite les bonnes et dames du jour. Les bonnes et dames du jour, les flops de cette étape. Joseph Blackmore, pour commencer, le coureur d'Israël, qui avait fait jusqu'à maintenant une belle saison. Hein. C'est vrai que Blackmore, très intéressant, notamment coureur assez polyvalent, avec des bons résultats sur les classiques flandriennes et en même temps présent sur les Ardennaises. Voilà, pour un mec qui avait remporté le Tour de l'Avenir, mais sans forcément impressionner, parce que c'est vrai qu'on avait plus retenu les performances de Pablo Torres. Ouais, un peu déçu du côté de Blackmore, parce que c'est vrai que son début de Tour de Suisse, pas forcément exceptionnel. Là, aujourd'hui, il perd 3 minutes, donc je pense que maintenant le leader, ça sera Richie Tolo ou Michael Woods. C'est vrai que ça peut convenir aussi un petit peu à Michael Woods. Surtout que George Bennett, qui lui avait pris l'échappée le premier jour, a perdu un petit peu de temps sur cette étape. Voilà, dommage pour Blackmore, parce que c'est quand même un coureur par étape, c'est plutôt sur ce registre-là auquel on l'attend. Et puis il avait montré plutôt des bonnes choses. Il a des petites qualités de puncher quand même, parce qu'on c'est pas anodin de faire 14e de l'Amstel et de la Flèche Wallonne. Donc il y avait la possibilité d'avoir des beaux résultats sur cette semaine. Coureur qui fera le Tour de France, hein, qui fera partie du collectif Israël pour le Tour de France. Normalement, mais là, petite déception pour moi du côté de Joseph Blackmore, avec des résultats qui sont un peu au-dessous de ce à quoi je pouvais m'attendre. Après, c'est vrai qu'il n'a couru que 20 jours, mais sur ces 20 jours, vous avez quand même pas mal de belles épreuves du World Tour. Liège, Flèche, Amstel, Brabançonne, Flandre, à travers la Flandre, Tour des Flandres, donc Grand Prix E3, Strade Bianche, Etnius-Blatt, notamment Tour de la Communauté de Valence, Tour des Alpes-Maritimes, Classique Var également. Et puis peut-être voilà un petit manque d'énergie. Il revient également peut-être d'un stage en altitude, hein, parce qu'il n'a pas couru entre le 27 avril et le 15 juin, début de ce Tour de Suisse. Donc peut-être qu'il n'a pas super bien réagi à ce passage en altitude. C'est vrai que c'est pas toujours évident dans ce genre de cas. On a parfois du mal à remettre la machine en route. Ce qui est pas toujours évident, donc voilà, peut-être quelques soucis, voilà, pour ce coureur, mais bon, petite déception, voilà, pour moi, du côté du côté du coureur britannique, parce que je m'attendais à un peu mieux, voilà, de sa part, et je l'ai trouvé un petit peu en difficulté, voilà. Sur cette journée, deuxième équipe
Ouais, les Tudors. Je trouve qu'on a encore beaucoup roulé aujourd'hui du côté des Tudors. Je trouve pas forcément que ça avait beaucoup d'intérêt. Parce que vous savez que Julien Alaphilippe, bon, Berrichon, je suis Berrichon aussi, donc il y a des petites accointances quand même, mais Julien Alaphilippe, dans un groupe de 20, il gagne plus un sprint maintenant. Enfin, déjà le premier jour, hein, il est dans un groupe de 4, il fait quatrième, en gros. Enfin, il est dans un groupe de 4, Romain Grégoire est un petit peu devant, mais voilà, il était dans un groupe pour la deuxième place, il fait 4. Il est dernier du groupe et assez nettement battu par, certes, Kevin Vauquelin, mais un Bart Lehman qui n'est pas connu pour sa capacité de sprint. Euh, Moi, je pense qu'aujourd'hui, Alaphilippe, oui, il peut gagner des courses, mais pas dans un groupe de 15-20 coureurs. Dans un groupe de 15-20 coureurs, il y aura toujours plus rapide que lui, il y aura toujours plus costaud que lui, parce que t'as beau dire, mais Julien Alaphilippe, il a un peu vieilli, et il a plus sa vitesse de pointe qu'il avait à une époque. Il a toujours ses capacités de punch, ses capacités à changer de rythme, même si parfois il a un peu plus de mal à tenir l'effort dans la durée, ce qui était sa véritable force, notamment chez Quick-Step. Entre 2018 je dirais et 2022, mais aujourd'hui c'est plus compliqué du côté de Julien Alaphilippe, et je pense qu'aujourd'hui rouler pour lui sur cette étape, mettre Marc Hirschi à son service, bon, tu vois, déjà hier, il lance à 400 mètres et 500 mètres, et bon, il finit assez loin. Au final, Julien Alaphilippe, je me dis qu'on aurait peut-être pu le tenter pour une autre étape, qu'on aurait peut-être pu conserver de l'énergie pour une autre journée. Alors peut-être qu'on n'a pas voulu qu'un coureur à l'avant, qu'un Quinn Simons ou qu'un Nance Peters, je sais pas qui, prenne trop d'avance. Mais je trouve que c'était pas eux de rouler, très clairement. Du côté de la Tudor, ils devaient laisser faire Arkea, ils devaient laisser faire les équipes françaises. Et si c'était pour que Julien aille chercher la victoire, fallait faire un écrémage beaucoup plus important, sauf que Tudor est pas en capacité de le faire actuellement, n'a pas le collectif sur ce Tour de Suisse suffisamment fort pour le faire. Donc ouais, moi j'aurais fait un petit peu différemment, voilà, du côté de la Tudor. Donc ouais, j'aurais tenté différemment. Pour moi, c'était pas à eux de rouler, et s'ils ont roulé pour faire gagner Julien Alaphilippe, pour moi c'était un mauvais choix. Troisième flop, Nance Peters. Ouais, alors on va te dire, c'est un peu comme De Lier d'autres. Oui, c'est un coureur qui a eu des pépins physiques, Nance Peters. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de le voir incapable de tenir la roue d'un Quinn Simons, d'un Van Moor par exemple, quand tu sais que c'est quand même un mec qui a gagné des étapes du Tour de France, qui a quand même battu Zakharine, et c'était pas si évident que ça de battre Zakharine, c'est vrai qu'il a disparu, Peters. Il a disparu, alors ça avait pas mal de chutes, pas mal de pépins physiques, de douleurs à droite à gauche. Mais ça fait depuis plusieurs saisons que c'est compliqué du côté de Nance Peters. Et je regardais, il fait partie de cette fameuse génération dorée ou maléfique, on pourrait presque dire, parce qu'il a 31. Donc il est dans les âges de Warren Barguil, d'Alaphilippe, de Romain Bardet, de Thibaut Pinot, de tous ces coureurs-là, de Calmejane aussi, qu'on pourrait mettre dans cette catégorie-là. Et tu t'aperçois quand même que si tu cites tous les coureurs qui ont entre 33 et, et 30, il y en a quand même beaucoup où ils ont fait une saison de qualité, 2 saisons de qualité, et ensuite, bim bam boum, ça a disparu. On pourrait même rajouter Christophe Laporte un peu, chez Visma, qui a fait 2 très bonnes saisons, et puis depuis, qu'enchaîne un petit peu les pépins physiques et techniques, et qui là n'a même pas couru depuis le début d'année, Christophe Laporte. Mais c'est vrai que c'est quand même intriguant, cette génération-là, et pour moi, Nance Peters en fait partie. Peut-être qu'on leur en a demandé trop jeune, et qu'au bout d'un moment, tu sais, quand on te demande à chaque fois d'être prochain vainqueur du Tour de France depuis Bernard Hinault, et qu'on te rabâche peut-être un peu trop ça à la tête pendant tes jeunes années et pendant tes premières années chez les pros, et qu'on te met un peu la pression sur les épaules un peu tous les jours du côté des médias français, parce que Nance Peters a eu aussi cette pression sur les épaules après sa victoire à Antols.
notamment sur le Tour d'Italie, peut-être qu'au bout d'un moment tu craques mentalement et peut-être que ça crée aussi un peu de la fatigue mentale et qu'après ça te fait faire des erreurs ou tu as du mal à repartir à l'entraînement ou tu es un peu plus fatigué parce que mentalement ça va pas et qu'ensuite au bout d'un moment ça a des conséquences au niveau physique et que dû à des soucis qui sont d'ordre plutôt au niveau mental ou d'une trop grosse on pourrait dire presque charge mentale d'être français et de te rabâcher depuis 40 ans que Bernard Hinault est le dernier vainqueur français. C'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un peu casse-couille et là c'est peut-être ce qui se passe du côté de Nance Peters, mais c'est assez surprenant quand même toute cette génération là de coureurs. Nance Peters en fait partie parce que quand tu arrives à battre Zakharine, je sais plus qui l'avait battu il avait battu Pierre Rolland, je crois, qui était chez Cannondale ce jour-là. Je crois qu'il y avait Pierre Rolland sur cette étape. Je sais pas si je peux le retrouver dans son palmarès, je pense, parce qu'il a pas non plus. Il a 3 victoires chez les pros, donc c'est pas 150. Est-ce qu'il y avait Pierre Rolland? Le EF c'était. Non, c'était Tanel Kangert, le EF. C'est pas Pierre Rolland, mais il avait battu Chavez ce jour-là. C'était quand même pas mal, en 2019. Chavez, Formolo, pas mal aussi. Masnada, bon, Chris Neyland était un peu moins connu. Tanel Kangert, il y avait Brandbilla aussi. Il avait battu du beau monde dans cette échappée-là. Van Dramé aussi. Et d'une échappée oui, je pense qu'il y avait pas mal de monde dans cette échappée-là, mais surtout sur une étape où il y avait quand même 3500 mètres de dénivelé positif. Donc c'était pas anodin, et il avait vraiment très très bien fini en étant parti à 16 bornes de l'arrivée. Il était parti loin sur des routes en prise, mais il avait vraiment résisté jusqu'au bout. Et il avait collé quand même une 34 à Chavez, donc il avait gagné avec une belle marge. C'est vrai que ça fait un peu mal. Et puis je termine avec la Groupama. Ouais, pourquoi la Groupama? Parce que j'ai trouvé quand même l'équipe autour de Romain Grégoire, il n'y avait plus personne, quoi. Ça, dans le final, il y a Madouas qui tient un peu, et puis Madouas a lâché quand même dans le final. On a quand même fait pas mal rouler des mecs, je pense à Le Gac, je pense à Stephen Kung, mais dans les moments qui comptaient, il n'y avait plus personne. Et je me dis quand même que dans les jours à venir, où on va avoir quand même des belles difficultés en début d'étape, si ça roule fort, et s'il y a des équipes qui sont motivées à rouler fort, pourquoi pas la UAE notamment, on peut vraiment faire craquer tout le collectif Groupama FDJ très vite. Et dans ce cas-là, il faudra vraiment que Romain Grégoire soit très fort, mais soit aussi très intelligent tactiquement pour sauter dans les bonnes roues, pour pas s'écrouler. C'est vrai que ça serait bien que Madouas monte d'un temps, mais Madouas sur les grands tours, ça n'a pas toujours été exceptionnel. Alors parfois il a fait des bonnes choses, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été dingue, Madouas sur les grands tours. Et là, il va falloir que tout le monde augmente un petit peu son niveau. Alors après, il faut quand même dire aussi qu'ils ne sont que 6 dans cette formation du côté de la Groupama FDJ et qu'on a quand même des éléments qui ne sont pas les meilleurs grimpeurs. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre quand même aujourd'hui 3000 mètres de dénivelé positif, que Valentin Madouas arrive à rester autour de Romain Grégoire. Et là, dans les jours à venir, il y aura peut-être un petit peu de pression sur ses épaules parce que certes il a le maillot de leader avec un petit peu d'avance, mais il a quand même une équipe qui est très faible. Et ça peut être un problème quand on doit défendre un maillot de leader. On regarde tout de suite les différents classements. Par magie, ils arrivent. Queen Simons qui est devant Queen Simons, vainqueur devant Almeida Only, Romain Grégoire donc qui finit 4ème et qui ne prend pas de seconde de bonification comme Kevin Vauquelin. Les deux frères Christen l'un derrière l'autre devant Bilbao, Gall, Champoussin du côté de cette étape. Champoussin qui marque donc, alors certes 2 petits points, mais ça permet de remarquer un petit peu de points du côté d'Astana, parce qu'on avait eu un petit coup d'arrêt. Du côté du classement général, Romain Grégoire toujours en tête, avec le même nombre de secondes d'avance sur Kevin Vauquelin. Il y a des coureurs qui ont perdu du temps. Keplinger, par exemple, qui est dépassé par Fortunato et Will Barta. Maisonneuve également, qui a perdu de place. Ou encore Ben Swift, par exemple, ou Warren Barguil, mais qui a fait un travail d'équipier pour
Oscar Only. On poursuit avec le maillot de meilleur sprinter Romain Grégoire à égalité avec Quinn Simon, c'est 16 points d'un côté comme de l'autre. Albanese à 12 points, Kevin Vauquelin à 10 points. Le classement de la montagne est emmené par Félix Engelhardt avec 3 points d'avance sur Mauro Schmidt. Mais Quinn Simon n'est pas très loin avec 9 points et Kevin Vauquelin 7 devant Bart Lehman. Du côté du classement des meilleurs jeunes, là, il n'y a pas de grands changements, à part Gratt qui perd une position au profit de Maisonneuve, mais toujours 25 secondes d'écart entre Grégoire et Vauquelin et Castrillo à 1 minute 18. Et puis le classement par équipe, la Movistar qui passe en première place devant Israël à 36 secondes, la Visma à 42 secondes devant la Lidl-Trek à 1,28 et Astana à 1,31. On notera donc que la UAE est seulement 6e voiture dans la FIM, même 7, parce que je crois que normalement la voiture du leader est en 1, forcément. Et que par exemple Picnic Postenel, on est plus loin dans ce classement, ou Tudor, voilà, pas forcément très bien positionné du côté des voitures. L'étape 2 demain, on la regarde tout de suite. Étape 2 demain, c'est l'étape numéro 4. On ira en Italie du côté de cette étape, et une journée assez surprenante parce qu'il y aura une grande difficulté au programme, le Schlügen Pass. Donc voilà, une montée de 8 km 8 à 7,3 de moyenne, mais en fait c'est un peu plus parce que les routes en prise sont à partir de Thuzy, donc c'est au kilomètre 111 et on va au kilomètre 146, donc ce qui nous représente quasiment 35 km de montée, ce qui nous emmènera quand même à 2110 mètres de hauteur, une altitude que l'on n'a pas vue notamment sur le Tour d'Italie. Début de journée par contre très plat jusqu'à Thuzy, c'est ensuite cette montée du Schlügen Pass, voilà, le Schlügen Pass qui sera la frontière entre l'Italie et la Suisse, et ensuite on sera en Italie dans ces 50 derniers kilomètres. Même le Tour de Suisse maintenant ne reste pas seulement en Suisse, hein, tout se perd du côté des traditions. Et puis ensuite sur la fin, vous le voyez, hein, on sera sur une route en léger faux plat montant, un sprint intermédiaire qui sera à seulement 8 km de l'arrivée. Et le kilomètre Red Bull, lui, il sera au kilomètre 137. Kilomètre Red Bull, kilomètre Tissot. Voilà, avec les deux sprints en 1 km, ce qui je trouve est un petit peu plus intéressant que le kilomètre Red Bull. Donc voilà, entrée en Italie. Étape... Ouais, si les grimpeurs veulent isoler certains leaders, mais il faudra être très costaud pour résister à la descente et au plat. Et puis le lendemain, il y a quand même une étape très dure jeudi, donc il faudra voir... j'ai du mal à me prononcer sur qui mettre en favori du côté de cette étape. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette journée. N'hésitez pas, et cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amac Production. Ciao, ciao!